Bergès Miété, bonjour. Bonjour. Pourquoi Fornas Inbé est-il passé à un régime parlementaire 19 ans après son arrivée au pouvoir? Je pense que sur cette question-là, il y a plusieurs raisons qui ont présidé au changement de régime au Togo. Selon le président, ce système-là, ce régime permet plus de représentativité des différentes sensibilités politiques du pays et il permet aussi de consolider les acquis démocratiques. Et je pense qu'il y a une autre raison à cela, une raison principale, c'est que Fornas Inbé pouvait se porter candidat à l'élection présidentielle en 2025, sauf qu'à l'issue de ce quinquennat, il ne pouvait plus prétendre à la magistrature suprême. Et donc ce changement de régime visait en réalité à prolonger le mandat du président en exercice indéfiniment. Et je pense que c'est l'une des principales raisons de ce changement de régime. Parce que Fornas Inbé ne sera plus président de la République, mais président du Conseil des ministres, c'est ça? Oui, je pense que ce poste de président du Conseil de ministres a été taillé pour le président en exercice. Et pour un mandat de 6 ans, qui sera renouvelable autant de fois que son parti gagnera les législatives? Oui, tout à fait. Alors désormais, il va donc y avoir un président de la République et un président du Conseil des ministres, mais est-ce que cela ne va pas instaurer une dualité, voire une rivalité au sommet de l'État? Je ne pense pas qu'il y aura une réelle dualité au sommet de l'État, puisque selon la Constitution qui a été promulguée récemment, le chef de l'État élu par les députés pour un mandat de 4 ans ne dispose, pour ainsi dire, d'aucun pouvoir. La réalité du pouvoir est entre les mains du président du Conseil de ministres, donc pas véritablement de dualité du pouvoir au sommet de l'État. Selon la Cour constitutionnelle, le parti au pouvoir UNIR a remporté les élections législatives avec plus de 95% des voix. Que vous inspirent ces résultats? Je pense que cette victoire écrasante est pour ma part sans surprise, car elle était requise pour pouvoir entériner le projet de changement de régime visant à assurer et garantir l'inamovibilité du président Fornas Inbé à travers le poste de président du Conseil de ministres. À bien des égards, cette victoire consacre plus que jamais l'emprise du président et de son parti sur le pays. Alors le parti au pouvoir UNIR affirme que ces résultats sont le fruit d'un travail de terrain, y compris dans le sud, à Lomé, le fief habituel de l'opposition, mais celle-ci réplique que ces résultats sont le fruit de bourrages d'urnes et de votes massifs par procuration. Alors, l'opposition a voulu faire des législatives du 29 avril un référendum contre le projet de changement de régime porté par le parti présidentiel, mais n'y est pas parvenu. Et pour cela, plusieurs raisons. Tout d'abord, dans les bastions traditionnels de l'opposition, certains citoyens n'avaient pas pu s'enrôler durant la phase d'inscription sur les listes électorales. Une pratique que les partis de l'opposition avaient d'ailleurs dénoncée. Ensuite, l'opposition n'est pas parvenue à rassembler ses partisans sans doute faute de moyens, à la différence du parti présidentiel, ou alors son programme n'a pas séduit suffisamment des électeurs. Enfin, l'adoption de la nouvelle constitution à la veille du scrutin a eu un réel impact aussi bien sur l'opposition que sur les citoyens désormais résignés, ce qui explique entre autres la faible participation des citoyens à ces scrutins-là, et ce qui a laissé champ libre au parti présidentiel. Alors il y a cette phrase de l'un des leaders de l'opposition, Dodzi Apevon, des Forces démocratiques pour la République. À cause de nos difficultés et de nos querelles, le parti au pouvoir en profite toujours pour truquer et pour voler. Je pense que les propos de M. Apevon sont très pertinents puisque les clivages au sein de l'opposition sont une réalité, mais une réalité très criarde, et que ces clivages-là n'ont pas permis à l'opposition de pouvoir s'organiser, de constituer des coalitions pour pouvoir mener à bien cette campagne électorale. Et donc les clivages ont joué dans le triomphe du parti au pouvoir, mais il y a aussi la question des moyens qui ne permet pas à l'opposition de pouvoir se mobiliser durant le processus électoral, à la différence du parti au pouvoir qui dispose des ressources beaucoup plus importantes. À l'issue du scrutin, la CEDEAO, l'Union africaine et la francophonie ont exprimé leur satisfaction sur, je cite, le bon déroulement de la campagne et la tenue des élections dans le calme. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que les propos de ces organisations internationales ne sont pas surprenants puisque, alors même que l'opposition dénonçait des irrégularités durant le processus d'enrôlement sur les listes électorales, on a bien vu l'OIF qui a confirmé la fiabilité du fichier électoral, ce que dénonçait l'opposition à l'époque.
et dans un contexte où on sait que les élections ont eu lieu quasiment à huis clos, puisque les observateurs internationaux n'ont pas pu obtenir à temps pour la plupart des accréditations pour pouvoir observer de bout en bout ce processus électoral. C'est quand même assez curieux que ces organisations internationales se félicitent du bon déroulement de ces élections. Est-ce à dire que l'opposition togolaise est isolée sur la scène internationale? Tout à fait. Je pense que l'opposition togolaise est à la croisée de chemin et qu'aujourd'hui, elle n'a aucune alternative. À la différence de Faure Gnassingbé, le président togolais, qui multiplie les médiations sur la scène sous-régionale? Oui, tout à fait. Je pense que le président Faure Gnassingbé a mis en place une politique assez intéressante sur la scène internationale puisque, à la différence de ses homologues ouest-africains, il arrive à faire l'entre-deux, à communiquer avec les pays faisant partie de l'AES qui sont en rupture avec d'autres pays de l'UEMOA. Je pense que le régime togolais arrive à concilier le discours avec l'action gouvernementale puisque le discours de paix prôné par le régime togolais trouve son écho à travers la politique sous-régionale du président, à travers les rencontres, le dialogue qu'il initie notamment avec les régimes putschistes d'Afrique de l'Ouest. Bergès Miété, merci.